Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en bordure de Loire, au cœur du pays angevin, que nous vous emmenons aujourd'hui. Traversé par ce fleuve mythique, l'Anjou dévoile une palette de paysages aux somptueuses lumières changeantes. Des plateaux sablonneux du Saumurois, au relief plus marqué de la vallée de la Loire, en passant par le verdoyant Baugeois. Tout ici inspire une douceur de vivre à peine troublée par des légendes ancestrales. Vous remonterez le temps et vous vous laisserez envahir par l'histoire de ces magnifiques châteaux qui rythment le paysage. Oh là là, la vue là, non mais regarde, c'est grandiose. Dans une demeure de contes de fées, vous découvrirez comment vous mettre à l'abri de l'éventuel assaillant. Il faut imaginer qu'ils étaient très costauds à l'époque. Moi aussi, hein. Tu vois ça? Enfin, vous vous régalerez des saveurs du terroir en dégustant une incroyable douceur chocolatée. On retrouve les mêmes arômes qu'on avait perçus lors de la fabrication. Vous allez découvrir tous les trésors de cet Anjou multicolore avec des femmes et des hommes passionnés et amoureux de leur terroir. C'est à quelques kilomètres de Saumur, à l'extrémité est du pays angevin, que notre voyage commence. Reconnu pour son vignoble, l'Anjou blanc se partage entre forêts et terres agricoles. Sur les coteaux de Loire, comme en plaine, la pierre de tuffeau du Saumurois nous réserve bien des surprises. Avec des blancs d'œufs et un peu de crème, Sophie fait des miracles. Son crémet d'Anjou est devenu une référence. C'est même un exploit pour cette ancienne institutrice arrivée depuis quelques années seulement dans cette région, dont elle est tombée amoureuse. Pour sa première étape, Sophie vous entraîne à Brézé. Avec Damien, elle a décidé de vous faire découvrir cet étonnant château et d'en percer le mystère. Bonjour Damien. Bonjour Sophie, bienvenue au château. Merci beaucoup. Écoute, je suis super contente d'être là parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas venue dans ce château. On va voir le château pour nous tout seuls. Alors là, c'est royal. N'est-ce pas hein? Ah oui. Alors, c'est un château qui a été construit à partir du XVe siècle. Il semblerait qu'il s'agissait à ce moment-là d'un énorme donjon médiéval qui va laisser la place au XVIe siècle à un logis de plaisance avec ces 3 grandes ailes là, qui nous entourent. À partir du XVe siècle, de grandes familles se succèdent dans le château, depuis les Maillé-Brézé jusqu'au comte de Colbert aujourd'hui. Mais il faut savoir que d'autres habitants ont investi les lieux bien avant la construction même du château. Entre l'an 1000 et le XVe siècle, en fait, ici à Brézé, tout se passe sous terre. Sous cette cour d'honneur, nous avons le premier château de Brézé. Une sorte de château sous le château. Un château sous un château. Exactement, j'aime assez cette image d'ailleurs. C'est original ou... C'est ce qui rend Brézé totalement unique. Depuis la cour d'honneur, il suffit de quelques pas dans les galeries pour se retrouver 9 mètres sous terre. C'est là que l'on se retrouve dans le château de l'an 1000. Waouh. Château qui a une organisation un peu particulière. Différentes pièces qui s'articulent autour d'un puits de lumière principal. Regarde, voilà le puits de lumière. Ah non, mais on Mais dirait à une l'intérieur de ce cheminée, en fait. conduit. C'est pas une cheminée. Ça ressemble à une cheminée, mais c'est un conduit de lumière et de ventilation pour un château souterrain.
un dispositif qui permettait aux seigneurs de Brézé de vivre sous terre. Donc ça veut dire qu'on pouvait y dormir? Et effectivement, on pouvait dormir. Je peux te montrer une chambre. Tiens, viens voir avec moi. Oh là là, c'est tortueux. Regarde, il y a l'empreinte du pied, c'est génial. Voilà ce qui est considéré comme une pièce de vie, une chambre, Ah, c'est excellent. dans laquelle cohabitaient des hommes, des femmes, des enfants et des animaux de petite taille. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mangeoires pour ces fameux animaux. Pour les animaux. Ouais, ça permettait d'avoir aisément à portée de main ce qu'il faut pour se nourrir et c'est vrai pour se tenir chaud. D'accord. Pas tout à fait la vie de château non plus. Imaginez plutôt le seigneur des lieux, sa famille et quelques-uns de ses serviteurs. Tous habitaient là dans un confort rudimentaire. Je te suis, hein, Denis. Oui, c'est un vrai dédale. Un choix qui peut s'expliquer par la peur de l'ennemi. Ah non, mais c'est l'ancêtre d'un placard, là. Regarde, il y a des charnières sur le côté. Alors là, Sophie, oui, on a ce qui correspondait à un placard ou une armoire, mais dans un lieu qui devait servir de poste de tir pour les gardes. Regarde, là, il y a tout ce qu'il faut, 2 fenêtres de visée pour accueillir, entre guillemets, tout assaillant se présentant par ce boyau. Ah, excellent, d'accord. Tout était donc prévu pour organiser une véritable vie souterraine. Puis au XVe siècle, on commence à creuser des douves. On extrait ainsi les pierres qui serviront à la construction du château. On a une autre. Au final, on a des douves qui font 18 mètres de profondeur. Elles sont les plus importantes d'Europe. Ah ouais, c'est énorme, énorme. Extrêmement impressionnantes. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Oui, mais là, tu m'emmènes dans ce qui ressemble à une construction. C'est bizarre, une construction dans une fortification. Dès lors que les douves sont creusées, les extensions vont être réalisées. C'est ce qu'on appelle finalement les communs d'un château. Seulement ici, les communs sautent au fond des douves. Avec une cuisine-boulangerie, une magnanerie. Au loin, De là, quoi vivre, quoi, en fait. on aperçoit les celliers seigneuriaux. Comme Sophie, n'hésitez pas à vous perdre dans le dédale de ces douves impressionnantes. Depuis des siècles, elles protègent les richesses de Brézé et rendent imprenable ce merveilleux château. En Anjou, le troglo est une tradition solidement ancrée et nombreux sont ceux qui vivent sous terre encore aujourd'hui. D'ailleurs, Sophie vous emmène maintenant découvrir une accueillante maison nichée à 7 mètres sous terre. Karine, t'es dans le coin, c'est Sophie. Oui, je suis là. Ok. Elle y retrouve son amie Karine pour déguster ses fameux crémés d'Anjou. Je vais au fond, Karine. Karine est potière. Elle vit et travaille sur place. Tiens, tu veux. Pour la dégustation, les deux amies s'installent au jardin, véritable havre de paix au beau milieu du village de Douai-la-Fontaine. C'est délicieux. Un crémé d'Anjou dans un cadre pareil, c'est idéal. C'est très très bien, c'est parfait. Mais tu sais qu'il y a seulement 2 ans, on n'aurait pas pu déguster ce crémé d'Anjou ici, là, à ce niveau-là. Parce que figure-toi que c'était rempli de terre jusqu'à la hauteur du jardin qui est ici, là. Voilà. Oui, mais les troglos, ils existaient Les déjà. troglos, ils existaient, mais ils étaient ensevelis depuis les années 50. Et donc, nous, on a excavé et on a découvert comme ça tout l'ensemble qui est ici. Mais ça doit être très vieux. Enfin, des gens habitaient dans les troglos avant les années 50, du coup. Ah ben, les gens habitaient dans les troglos bien avant les années 50, puisque sur Douai-la-Fontaine, il est avéré qu'il y a un habitat troglo depuis le Moyen-Âge. Nous, ici, sur ce site-là, on sait que c'est pour une partie avant le XVIe, parce que les caves sont voûtées, et pour toute l'autre partie après le XVIe siècle, puisque la méthode d'extraction est en triangle comme ça, donc les fameuses caves cathédrales de Douai-la-Fontaine. À chaque cave découverte, une nouvelle pièce. Karine a même installé un lieu d'exposition pour ses poteries. Pour l'heure, elle a décidé d'initier Sophie au travail de la terre. Direction l'atelier d'artiste. C'est parti. Donc, tu prends ton morceau de terre comme ça, tu mets tes mains autour comme ça, tu tournes et t'écrases en même temps. Tu remontes. Ouais, c'est comme la cuisine, ouais. Tu continues, tu tournes et t'écrases. Alors, tu vois, la forme que tu dois obtenir, c'est ce qu'on appelle, nous, la tête de bélier. Oui, ben moi, elle ressemble pas du tout à une tête. Parce que regarde, elle s'est étalée, là. Ouais, c'est une tête de chien, peut-être. Une tête. Donc, voilà. Hop. Et après, tu mets ta main en creux comme ça, tu poses dedans, tu mets l'autre main en creux et tu vas venir taper, on appelle ça battre la terre, et tu la fais tourner en même temps. Comment tu fais ça trop vite? Ah ben, ça fait des années que je fais ça, moi. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut aller sur le tour pour fabriquer un moule crémé d'Anjou. Donc on y va. Une fois la girelle en mouvement, il suffit de quelques minutes à Karine pour transformer une boule de terre en moule à crémet. Elle fait monter la terre, la rabat, ouvre le pot, le resserre et fait de nouveau monter la terre pour donner au moule son épaisseur définitive.
Pour Sophie, par contre, l'opération risque d'être un peu plus compliquée. Vas-y, faut y aller. Oh, elle n'est pas au centre Tu recommences, vas-y. De toutes tes forces. Voilà, Ah oui, mais c'est bien. pas au centre. C'est pas grave. Alors, Voilà. on va faire comme si elle était au centre. Voilà, c'est bon, là, c'est parti. D'accord, ok. Tu vas faire tourner un peu plus vite, un peu plus vite. Ah, c'est là où je mets le pouce. Voilà, et là, tu mets, voilà. Comme ça, là? Voilà, ça se fait tout seul. Terrible. Tu te dégages doucement et puis tu viens mettre tes mains comme ça, voilà. Et tu tires vers toi. Et vas-y, ouvre la terre, voilà, c'est bon. Voilà. Oh mon Dieu. Et là, c'est pas trop mal. Et là, je c'est m'arrête, pas hein. mal. Et là, je crois qu'il faut que tu t'arrêtes, là, en effet. Ouais. Voilà. Alors là, Voilà. Sous terre ou à la surface, ne devient pas potier qui veut. Mais n'hésitez pas à tenter l'expérience et à profiter de ces surprenantes habitations où il fait bon vivre. En Anjou, les savoir-faire ne manquent pas. Et ce n'est pas Florian qui nous contredira. Ah, bonjour Sophie. Florian n'est pas éleveur, et c'est pourtant au milieu de ces coqs magnifiques que Sophie le retrouve. Cela tombe bien, il a justement besoin d'elle. Bon, je t'attends là-bas, là? Non, allez hop, tu viens. Ok. Le coq de Léon, venu spécialement du Portugal, connu pour la qualité de ses plumes, est aussi très joueur. Attends, j'arrive. Il ne se laisse pas facilement attraper. Ah ouais, je vais te les rabattre. Je te les rabats. Ouais, génial, tu l'as eu. Alors là, top. Oh bah dis donc. Oh, c'est beau. Ouais, Et alors, qu'est-ce que tu vas prendre là là-dessus? alors je vais prendre là-dessus, je prends toutes ces plumes. Les toutes il- petites là qui sont mordorées. Ouais, celles qui avec sont sur le dos. Avec les petites On taches. les appelle des pelles. C'est une forme de pelle, on les appelle des pelles. Oui, Sarbic. Alors je vais en prendre une, je vais enlever mon gant, tiens. Aide-moi à enlever mon gant. Vas-y. C'est bon. Ouais, je l'ai. On lui prend quelques plumes que tu gardes précieusement. Ouais, Ah, ils sont c'est très piquetées. magnifique. Oui, oui. Tu vois, voilà. Je le Allez, relâche. Vas-y. Allez. Allez Coco, Il est parti Diego. avec Diego. Un prélèvement totalement indolore pour le coq. Avec ses plumes, Florian va créer des mouches artificielles renommées. Mais avant, il faut faire le tri. Donc on met de côté toutes celles qui sont bien conformées, c'est-à-dire toutes celles qui sont bien piquetées, comme celle-ci. Dès qu'il y en a, voilà, celles-ci, elles sont abîmées, on voit la pointe est cassée. Donc on les met de côté. Et pourquoi c'est important de faire ça? Alors c'est important pour, par exemple, celles-ci elles vont servir à imiter des éphémères. Les éphémères, c'est les petits insectes qui vivent sous les pierres. Donc il faut que la plume soit très rigide, très brillante et très piquetée. Mais alors, Après, il a fallu- il faut adapter aux poissons, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'imiter ce que les poissons consomment. Cette plume-là, elle imite parfaitement les cercles. Les cercles, c'est la queue de la mouche. D'accord. C'est cassé là, regarde. Ouais, bah celles-ci, on les met de côté. Allez, on les met de côté. C'est là que le talent de Florian s'exprime. Un hameçon, quelques mètres de fil, les plumes de coq, et c'est la juste réplique d'un insecte éphémère qui naît sous les yeux éblouis de Sophie. Reste le moment crucial, tester la mouche. Alors là, il y a des gardons et il y a tout le temps des brochets. En avant, en arrière, on recommence et on dépose la mouche au fil de l'eau. Si les poissons ne sont pas au rendez-vous, sachez que ce que vous prendrez à coup sûr, c'est une énorme dose de plaisir. On reste au bord de l'eau. C'est à quelques mètres de la Loire que Sophie va retrouver Anne-Emmanuelle pour découvrir le château de l'un des plus beaux villages d'Anjou, Montsoreau. Une destination idyllique, mais aussi un nom qui vous évoque sûrement l'œuvre d'un illustre écrivain, un dénommé Alexandre Dumas. Bonjour Anne-Emmanuelle. Bonjour Sophie. Écoute, c'est super sympa. Oui, tout à fait, on va monter jusqu'aux terrasses du château. Allez, c'est parti, je te suis. On y va. Mais dis donc, on dirait des petits singes là-haut, non? Oui, tout à fait, regarde. Hein. Donc là, il y a les singes qui sont en train de lever l'insigne de la famille de Chande, c'est écrit « Je le ferai ». Et puis si tu regardes l'étage du dessus, tu vois un cerf qui a la tête coupée. En fait, le cerf représente la famille de Chande. C'était une famille de grands veneurs du roi. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la forêt, en fait. D'accord. Le château dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un château du XVe siècle qui a été construit sur les bases des fortifications du Xe et XIe siècle dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui.
Mais tout à l'heure, tu m'as montré la devise dehors. C'est un château seigneurial? Oui, alors il appartenait à la famille de Chambre. C'est Jean de Chambre qui a construit le château actuel en 1455. Et la famille de Chambre était une famille très proche du roi, puisqu'ils étaient grands veneurs. Au service de Charles VII, puis de Louis XI, Jean de Chambre est aussi l'un des hommes les plus riches du royaume. Et il y avait un intérêt à construire un château ici? Oui, parce qu'on est à la confluence entre la Loire et la Vienne. Ce qui confère, vous l'aurez compris, une situation exceptionnelle à ce château. Oh là là, la vue là, non mais regarde, c'est grandiose. Bâti à l'exacte intersection entre l'Anjou, le Poitou et la Touraine, ce château tient donc une position hautement stratégique. Le château de Montsoreau a été construit sur un rocher, directement les pieds dans l'eau, et était entouré d'eau, comme si ces douves étaient alimentées en réalité par la Loire. Aujourd'hui, le château a les pieds au sec. Une fois la digue construite, le village s'est progressivement développé sur 3 niveaux. Donc, tu vois Sophie, c'est ce dont je te parlais. On a le premier niveau, ce sont les douves, qu'il faut imaginer dans l'eau. Ensuite, on a le niveau supérieur, l'enceinte du château, avec les maisons plutôt 15e, 16e, 17e siècle. On monte encore d'un niveau, on va trouver les maisons semi-troglodytiques. Et puis, sur le niveau vraiment le plus extrême, on va retrouver là-haut le vignoble du Saumur-Champigny et les vergers. Super. Mais quand même, Montsoreau, c'est connu, mais archi connu. Enfin, c'est quand même connu grâce au roman d'Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau. Oui, en effet, Alexandre Dumas a porté haut les couleurs de Montsoreau et l'image de Montsoreau sur le plan national, voire international. Donc il est venu là? En fait, on n'a aucune certitude sur sa venue ou non sur Montsoreau. Toujours est-il que l'histoire de la Dame de Montsoreau, elle, s'est réellement passée ici. En fait, ce sont les amours entre Bussy d'Amboise et Françoise de Maridor, la comtesse de Montsoreau, qui sont contées. Et puis l'histoire du mari et conduit qui est venu tuer Bussy d'Amboise dans ce château. D'accord, dis donc. Entre fiction et réalité, le soleil descend sur les remparts de Montsoreau. Mais comme Dumas, laissez-vous surprendre par la poésie du fleuve. Alors direction la Loire pour retrouver Denis et sa traditionnelle tout cabanée. Dis-moi, Denis, c'est des bateaux exprès pour naviguer sur la Loire? Alors, c'est des bateaux à fond plat, c'est tout en bois massif. Donc il n'y a pas de quille sous ton bateau? Non, c'est un fond plat, on va dans 30 cm d'eau. C'est un bateau qui fait 5 tonnes, il fait 12 mètres de long, 3,50 m de large. Et c'est les anciens bateaux de pêcheurs, quand ils tendaient des filets à travers la Loire, ils dormaient dans le bateau. Et c'est pour cette raison que les cabanes sont apparues sur ces bateaux traditionnels. Après, il y avait la toux-sablière aussi, qui n'avait pas de cabane, qui servait plus pour le transport de sable. Un bateau parfaitement adapté. Mais la Loire est capricieuse, et naviguer sur le fleuve reste bien entendu une affaire de spécialistes. Quand il n'y a pas d'eau, il faut vraiment trouver le chenal. On navigue que sur 5 mètres de large, puis on fait plein de zigzags. Parce que tu as plein de bancs de sable dans le milieu, donc on a nos repères. Comment tu fais pour voir ça? Au bord, et on lit aussi la surface de l'eau. Si ça frise, si c'est lisse, si c'est noir, si c'est clair, on sait où passer. Tu vois, là, par exemple, là, on a 5 mètres pour passer de large, tu peux pas passer ailleurs. C'est que des pieux en bois, là. Tu vois? Ah oui, puis ça s'entend, dis donc. Ouais, et puis le courant, c'est plus le même. Ah ouais. Écoute, on est pas mal, nous, regarde. On s'en lasse pas. Ouais. Que vous soyez sur un bateau ou sur la terre ferme, faites comme Sophie et laissez-vous envoûter par la douce beauté de cette partie de l'Anjou. Notre voyage se poursuit dans la région d'Angers. Sur cette terre de légende et d'histoire, entre Beaujois et Haut-Anjou, s'étend une terre de bocage ponctuée de quelques surprenants clochers d'or. Sur ce plateau de schiste, l'ardoise protège habitations et demeures illustres, donnant une couleur particulière à cet Anjou bleu. Appareil photo en bandoulière, Véronique n'a de cesse d'arpenter le pays angevin. Faune, flore et vieilles pierres n'ont plus de secret pour elle. Et c'est avec l'envie de partager qu'elle a créé son propre blog. C'est donc avec une infinie curiosité que Véronique pousse la porte d'un joyau du XVe siècle. Elle y retrouve Melaine, passionné lui aussi par cette incroyable demeure. Bonjour Melaine. Bonjour Véronique. Merci de m'ouvrir les portes du château. C'est un vrai plaisir. Bienvenue au Plessis-Bourré. Tu sais que je l'ai vu en arrivant là, c'est magique. Il se passe quelque chose On l'appelle souvent le château de contes de fées, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Sous ses allures paisibles,
le château du Plessis-Bourré est un haut lieu de l'histoire angevine, dont Melaine va nous faire découvrir les différentes facettes. À la fin de la guerre de 100 ans, donc on a encore peur de ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc, le constructeur avait voulu vraiment faire quelque chose de défensif, d'imposant, avec les meurtrières, les bouches à feu, les douves très larges, très impressionnantes. Les douves qui font 2 hectares et c'est haut mur. Ah oui. Et comment ça s'appelle là, ce petit chemin qui fait le tour du château? Ça s'appelle un boulevard. C'est un terme qui vient de l'architecture militaire. C'est à cet endroit-là qu'on mettait l'artillerie dans les champs de bataille et on l'a utilisé aussi dans les châteaux. Alors tu vois, je te parlais des éléments défensifs du château. Oui. Là, on monte sur le plus évident d'entre eux, le pont-levis. Alors, il y a un pont-levis ici, mais il y en a un deuxième à côté, tu as remarqué. Le petit là, oui. Alors, le plus petit, il sert à quoi? Simplement au petit personnel et aux soldats de passer par ici. Et le plus grand, évidemment, pour les charrettes et les cavaliers. Voilà. Alors, je te propose, si tu le veux bien, d'aller soulever le petit pont-levis, parce que c'est vrai que le grand est vraiment trop lourd pour toi. Il faudrait que tu fasses un petit peu de La muscu, un petit peu de c'est ce que tu me musculation. dis. Ouais, voilà. Voilà, je te laisse attraper l'anneau et tu tires de toutes tes Sur la forces. chaîne, d'accord. Ah oui, en effet, ça fait son poids. C'est pas léger, le pont pèse 1 tonne. Il faut imaginer qu'ils étaient très costauds à l'époque. Moi aussi, hein. Je vois ça. Et c'est en bon petit soldat que Véronique nous entraîne à la découverte de cet édifice. Comme elle, vous apprécierez le contraste entre la rigueur médiévale de l'extérieur et l'inspiration renaissance de la cour d'honneur. Le château tel que tu le vois aujourd'hui, c'est exactement le même qui devait exister au XVe siècle. Il a très peu été modifié. Dans son jus, quoi. Hein. Il est resté dans son jus, effectivement. Le bâtisseur du château, Jean Bourré, est un homme riche et discret. Il a l'oreille des puissants. Louis XI va d'ailleurs le nommer superintendant des bâtiments, un poste clé qui va lui permettre d'exercer ses talents d'architecte et d'imposer son style. Et donc ici, c'est une salle de réception, en quelque sorte? Oui. Oui et non. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de réceptions ici, de fêtes, mais aussi c'est un lieu politique, puisque nous avons ici Charles VIII qui a tenu une réunion avec les ambassadeurs de Hongrie contre l'Empire des Habsbourg. Donc à l'époque, on ne disait pas négociation, on ne parlait pas de parler, de tractation, mais on parlait de parlementer. Voilà. Donc le nom est resté à salle du Parlement. D'accord. Mais des raisons plus obscures ont aussi fait parler de ce somptueux château. Dans les escaliers, sur les serrures de porte, des signes évoqueraient des sciences occultes. Et l'on en trouve un peu partout. Nous sommes dans le bureau ou le cabinet de travail de Jean Bourré, 15e siècle. Alors c'est intéressant, mais le plus intéressant se trouve au-dessus de nos têtes, avec ce plafond à caisson qui date du 15e siècle. En scrutant cet étonnant plafond, on retrouve une symbolique alchimiste. Singes, chaudrons et pierres philosophales évoquent clairement cette extraordinaire mutation des métaux en or. Dans cette pièce, il y a beaucoup encore de secrets. C'est une pièce mystérieuse. Très mystérieuse et on n'a pas fini de les élucider. Ouais. Alors maintenant, Véronique, je te réserve une petite surprise. Oui, tu aiguises ma curiosité, dis-moi. On va monter tout en haut et on va aller dans les combles du château. Super. C'est jamais ouvert au public. Voilà, je t'en prie, rentre. Et la surprise est de taille. Oh là là, c'est phénoménal. Encore intacte, la charpente d'origine s'impose. Équilibrée, complexe, majestueuse. Alors pour accomplir cet exploit, il faisait venir les meilleurs artisans. En fait, c'était les charpentiers de marine. D'ailleurs, on retrouve très bien la forme des carènes de Oui, bateaux. voilà, Les oui, grands bateaux. inversé, oui. C'est sous le charme du lieu et des étoiles plein les yeux que vous quitterez ce château de contes de fées. Véronique va maintenant vous montrer comment fabriquer de la farine au moulin à eau de Sarré, l'un des rares encore en activité. Bonjour Florent, Bonjour Véronique. ça va bien? Très bien. Allez, viens, je vais te montrer le moulin. Alors Véro, voilà ici la roue du moulin. Ah, elle est superbe. Alors c'est plus joli quand ça tourne. Hein. Je la démarre. Oh ouais, vas-y, fais-la tourner. C'est magnifique, c'est hypnotique, j'adore. Alors ça c'est une roue à auget. Tu vois les augets, c'est les bacs que tu vois ici. Et là c'est le poids de l'eau qui va faire tourner la roue. C'est quoi la différence avec une roue à aube? Alors c'est vrai que la roue à aube elle est plus commune, c'est la route avec des grandes pales. Et là les pales sont entraînées par le dessous, par le courant du ruisseau. C'est des roues qu'on trouve sur les cours d'eau qui ont un débit important, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Donc là, la roue fait tourner l'axe en bois qui est au centre, qui est très long, il traverse le mur. Ouais. Ça fait tourner des engrenages et les engrenages vont faire tourner la meule. Super. Donc là aussi, je suis sûr que tu veux voir la meule. Oh, ouais. Allez, on y va. Ok, c'est parti pour la meule. Donc tu vas dans ce coffre qu'on appelle l'archure, c'est là où se trouve la meule. Donc la réserve de grains est ici. Donc là, aujourd'hui, c'est du blé. Tu vois. Ça, c'est du blé, oui. Ouais. Vous faites d'autres céréales que le blé? Alors oui, on écrase de l'épeautre, du sarrasin, du maïs. Donc là, je vais déclencher le tac-tac de la meule. Alors, regarde. Alors. Donc là, le grain tombe, qui va se faire écraser. Et avec la vitesse, la farine, elle est projetée sur le bord. D'accord. Là, on voit la farine qui est éjectée avec la vitesse. Là, tu peux en toucher, même si tu veux. Ah oui, c'est très fin. Hein. C'est très fin. Incroyable. Voilà. Donc tu vois, avec ce système de meule en pierre, c'est un système très lent. Donc là, le germe de la graine, comme la pierre va très lentement, le germe de la graine n'est pas brûlé par les échauffements. Et là, les arômes de la graine sont conservés. Là, on ça te met retrouve en appétit. l'authenticité. Ah oui, oui, carrément, ça ouvre l'appétit, ouais. C'est avec cette qualité de farine que Florent prépare ces boules de pain si légères que l'on appelle des fouets. Alors n'hésite pas à rajouter de la farine pour pas que ça colle. La farine n'est pas chère ici. Vas-y. Il faut que ce soit bien plat. Et pourquoi on les fait plates comme ça, Florent? Parce que si c'est trop épais, mais en fait, ça va faire de la mie à l'intérieur, alors que la fouet, ça doit être vraiment une bulle de pain. Ah oui, ça pour doit le être très garnir, léger. pour Voilà. le garnir, ouais. Un savoir-faire transmis par son arrière-grand-père, qui était aux commandes du moulin dès 1907. C'est ce qui se faisait autrefois avant de faire le pain. Les fouets, ça permettait de tester la température du four. Donc, on va mettre les fouets sur la pelle à pain. Ça va cuire, tu vas voir, très rapidement, en 40 secondes, 50 40 secondes? Ah oui, quand même. C'est très, très Ah rapide. oui, c'est rapide. La magie opère immédiatement. Oh, ça gonfle à une vitesse. Je t'ai pas menti. Hein. Oui, hein, c'est rapide. Dans la chaleur du four, les fouets gonflent jusqu'à atteindre la taille parfaite. Quelques secondes de cuisson encore, et il ne reste plus qu'à les déguster. Bon, elles sont bien réussies, tes fouets. Ah oui, on va faire un bon petit goûter, là. Mais traditionnellement, on peut les manger aussi avec du salé. Hein. Nous, ici, on les sert avec des rillettes, des mogettes, Ah oui, c'est différents fromages. Moi, ce sera du chocolat. La confiture de fraises sucrée, ça va être bon comme ça aussi, hein. Comme Florent et Véronique, Merci. vous préférerez peut-être l'option sucrée. Alors chocolat, miel ou confiture de la région, à vous de choisir. Elles sont bonnes, tes Oh, fouets. c'est terrible. Trop bon. Après ces agapes, rien de tel qu'un peu de sport. Prête à affronter les meilleurs, Véronique vous emmène à Bushman, dans le jardin d'une élégante demeure des bords de Loire. Elle rejoint Morissette, une championne de haut niveau. Bonjour Morissette. Tiens, bonjour. Ça va bien? Ça va? Ah, tu te régales là, dis donc, Oui. c'est toute beauté, hein. C'est magnifique. Et j'ai vu là en arrivant, c'est quoi cette petite maison Ça, c'est là? une gloriette. C'est typique des maisons qui bordent la Loire, qui permet de profiter de la beauté du paysage, D'accord. de s'isoler aussi de la maison principale. Ah, Et des rendez-vous puis- galants par exemple? Pourquoi pas? Et puis lire tranquille, vraiment être au calme. Petit salon d'été, oui. Mais pas le temps de lire pour le moment. Morissette entraîne Véronique dans les ruelles de Bushman, où résonne le claquement des boules de fort. Ah, t'as pas eu ma boule. Rendez-vous sur le terrain de jeu. La boule de fort est un sport traditionnel d'Anjou. Il existerait même depuis le XIIe siècle. J'ai peur d'être court. Oui, là, il a le bon rythme, tu penses? Oui, oui, oui. Elle est pas mal. Allez, Bravo, bravo. hein, Oh, c'est beau, c'est super, super. Hein. Boule d'avant, boule d'argent. Comme dans tous les sports en salle, le choix des chaussures est primordial. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le port obligatoire de charentaise ne signifie pas qu'il s'agit d'un sport de tout repos. Véronique, Ouais. tu as vu là, il y a deux côtés différents à la boule. Oui, là, il y a un trou. Et puis, Il y a un trou, et là, c'est un plus petit. Et là, c'est un petit peu plus bombé, ça s'appelle le fort. Donc ce côté-là est un peu plus lourd. Donc elle a tendance à emmener la boule sur la droite, sur le fort. Sur le fort, d'accord. Donc là, on va essayer de viser la pointe de la ligne blanche. Ah, d'accord. Alors comme ça, Oui.
Et là, je la fais rouler, c'est tout? On la fait rouler, mais sans pousser trop fort, hein. Petite lichette. Oh là, grosse lichette. Oui, mais c'est pas si mal que ça. Contrairement à la pétanque, la boule de fort n'est pas ronde et sa trajectoire loin d'être rectiligne. Il s'agit donc d'un jeu d'adresse et d'anticipation. Et pour un premier essai, Véronique s'en tire plutôt bien. Ses racines angevines, peut-être. Elle est belle. Tu vas pouvoir me parrainer alors? Ah bah bien sûr. Je vais pouvoir rentrer, jouer Pas à de la boule de problème. fort avec vous. Pas de problème. Ah, super. Effectivement, pour accéder aux compétitions, il faudra, comme Véronique, vous faire parrainer et entrer ainsi dans une société de boules de fort, comprenez, une équipe. Ces sociétés de boules ont été créées au 19e siècle. Mais c'est seulement depuis quelques années qu'hommes et femmes peuvent rivaliser dans les mêmes équipes. Alors à vous de jouer. Un seul point. D'accord. Et la forme, dis-moi, pourquoi ça a cette forme incurvée? Il y a plusieurs origines, hein. On parlait de jeux dans les cales de bateau. Ah, mais je ne vois pas tellement jouer dans les cales de bateau avec les mâts, les entraves et tout. Non. Je penche moi plutôt pour les billes des moulins à vent le long de la Loire. Et quand les billes étaient usagées, elles étaient encore mieux, quand les billes étaient usagées, les ouvriers jouaient dans les chemins creux. L'origine exacte de ce jeu reste donc une énigme. Mais le pays angevin ne manque pas de mystère. Et dans les Bauges, par exemple, un phénomène étrange fait se lever la tête des promeneurs qui s'étonnent de voir se dresser dans le ciel des clochers d'église de forme tout à fait insolite et inhabituelle. Dans un périmètre restreint, pas moins de 5 édifices religieux montrent des clochers à la fois vrillés et penchés, qu'on appelle clochers tors. Véronique va retrouver Norbert à l'église de la Fontaine-Guérin. Pour vous, elle va tenter de percer le mystère de ces fameux clochers. Bonjour Norbert. Bonjour Véronique, comment allez-vous? Je suis contente d'être là. Moi de même. Cette visite nécessite quelques efforts. Rapidement récompensés. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ça va aller? Ouais. C'est pas large, hein? Ouais. Vous n'avez pas le vertige, j'espère? Ah bah non. Puis alors là, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est vrai. On est presque arrivé. Hop là. Oh. Allez, je vais vous prendre la main. Merci. Un effort. Et voilà, nous sommes sur le... Oh là là, c'est magnifique. On vous rendez compte? C'est superbe, quel travail. Pourquoi ils sont tordus comme ça, ces clochers? Pourquoi ils sont vrillés? Si vous voulez, dessous chaque église, vous avez 2 cours d'eau qui passent. D'accord. Et selon l'étude de l'abbé Perrault, ce serait ça qui ferait vriller les clochers. Ce qu'on appelle les forces telluriques. Voilà. D'accord. Une explication officielle qui prend des allures scientifiques, mais semble insuffisante. Très vite, l'irrationnel s'en mêle et les légendes apparaissent. Alors, moi, j'ai entendu dire que ça pouvait être la main du diable qu'aurait tourné les clochers du Baugeois. Oui, ça c'est des légendes. Alors, chaque clocher a des légendes. Effectivement, les clochers tors inspirent les histoires les plus surprenantes, qui se modifient et se transmettent au fil du temps. Il y a eu une mariée qui arrivait à l'église et qui était vierge. Oui. Et le clocher, pour la remercier, s'est penché. Oh, vous étiez coquins quand même, hein, les anciens. Hein. Et le problème, maintenant, la prochaine mariée vierge qui rentrera dans l'église de Vic-Bouger, le clocher va se redresser. Et ça, dans combien de temps? On verra. On verra. Hein? En attendant que les clochers tors nous livrent leurs secrets, il est peut-être temps de retourner sur le plancher des vaches. Allez, ferme, tiens. Voilà. Ernest. Ou plutôt des ânes. Oh, bah, Coucou Nico. Salut Véro. Ça Véronique retrouve Nicolas à la mine bleue, près de Noyant-la-Gravoyère. va? Et pourquoi vous avez des ânes là sur la mine? Ah oui, pourquoi des ânes? On aurait pu avoir des chevaux. Hein, bah oui, ça semble plus costaud quand même que... Oui, tout à fait, tu as raison. Eh bien ici, les galeries sont trop basses. Et donc les chevaux de trait, hein, ne pouvaient pas passer. Donc en fait, on utilisait des ânes. D'accord. C'est à 135 mètres sous terre que se situent les premières galeries de la mine, dont l'accès est aujourd'hui assuré par un petit train. Allez, on y va, c'est bon. C'est un train d'époque? Non, c'est pas un train d'époque. Il date des années 1960. Les mineurs, eux, ils se déplaçaient à pied. À l'époque, on se déplaçait à pied. Il y avait déjà les rails à l'époque, là on voit les rails. Oui, il y avait déjà des rails, parce qu'il fallait remonter les blocs qu'on avait extraits en bas. D'accord. Et les blocs étaient mis sur des chariots et on remontait ces blocs.
Voilà. Et c'était les ânes qui tiraient les chariots. Quelques minutes de train et un peu de marche pour arriver au plus près de la salle principale. Nous sommes au cœur de cette mine d'ardoise. Waouh, qu'est-ce que c'est grand. C'est la chambre la plus vaste de la mine. Voilà. Alors une chambre, ça fait toujours 20 mètres de large. Pourquoi jamais plus? Autrement, ça s'effondre. Tu vois, la voûte, elle s'effondre. C'est impressionnant. Voilà. Alors on l'appelle la cathédrale. Ah, bah ça lui va bien. Une cathédrale souterraine dans laquelle les conditions de travail pouvaient être extrêmement difficiles, voire dangereuses. Une extraction périlleuse à la recherche de cet or bleu qui a fait la richesse de la région dès le début du XXe siècle. Et donc, tu vois, et ce sont ces blocs qu'on va remonter. D'accord. Ça pèse combien un bloc comme ça? Celui-là, il peut faire jusqu'à 5 tonnes. D'accord. Eh bien, je t'invite à aller faire une ardoise de couverture en surface. Bon, bah, c'est parti. Allez, en avant. On y va. Revenu à la surface, vous pourrez, comme Véronique, utiliser les outils de l'époque qui permettaient de transformer le minerai. Le bloc. Regarde ce que j'ai dans la main. Hop, une ardoise de couverture qui est très légère. Ah oui, c'est léger, ouais. Et tu dois obtenir ça à partir d'un bloc qui est remonté de la mine. Alors celui-ci, il fait 2,5 tonnes. Oh, c'est énorme. Et comment tu vas faire? Eh ben, tu vas diviser ce bloc en plaques. Et regarde, là, il y a un outil qu'on appelle une palette qui permet de fendre cette pierre. Et regarde, tu vois la plaque, elle est en train de se lever. Et tu fais combien d'ardoises comme ça dans un bloc? À peu près 2000, si tu es une bonne fondeuse. Ouais. Allez, on va voir. En élève appliqué, vous découvrirez comment trancher le fil ou le travers de la pierre. De blocs en cartelle, vous arriverez jusqu'à l'ultime étape. Je prends la cartelle, tu vois, qui est dans l'eau. Hop, je vais la poser là. Et pourquoi vous les mettez dans l'eau, les ardoises? Pourquoi on les met dans l'eau? Parce que si elle sèche, l'ardoise, eh bien, tu peux plus la travailler. Ça casse? Oui, ça fait de la poussière surtout. La poussière. Ça fait de la poussière. Donc c'est pas l'intérêt d'avoir de la poussière. Ben non. Voilà. Alors regarde, je t'ai un peu aidé, je t'ai mâché le travail. D'accord. Et donc c'est ça que tu vas devoir diviser. Alors je vais la coincer et tu vas pouvoir enferrer la pierre. Alors, on prend un ciseau. Attends, je vais peut-être passer de l'autre côté. Hop, on prend un ciseau et regarde, je te donne quelques coups de maillet et le fil se détache. Je crois que tu vas continuer. Eh ben on inverse. Voilà, on inverse. Et à toi de continuer. Tout doucement alors? Oui, tout doucement. Regarde, tu vois le fil, regarde. Ouais. Regarde. Je vois, ça se dégage jusqu'au bout. Ouais, continue. Si tu as des difficultés... Tu me donnes un petit coup de main peut-être, parce Alors, que là... Regarde. Ah, on ouais, a entendu ouais, claquer. je l'ai bien Alors, entendu. vas-y. Regarde maintenant ce que ça donne. Ouvre. Alors, j'ouvre pour toi. Oh, super. Et on a obtenu quoi? On a vraiment deux belles ardoises. On a obtenu 2 belles ardoises. J'ai bien bossé? Oui, tu as très bien fendu l'ardoise. Donc, on dit fendre l'ardoise, c'est ça? On taille pas, on fend. Là, tu divises l'ardoise, mais tu peux la tailler, effectivement. Et regarde, je t'ai taillé une ardoise, et regarde, en forme de... Oh, c'est gentil. Je te fais un bisou. Voilà. Allez. Voilà. Merci, Nico. Voilà, souvenir de la mine. Ouais, c'est le cœur de la mine. Le cœur de la mine bleue, ouais. Effectivement. Et c'est bien là tout le charme de l'Anjou bleu qui vous laissera voguer entre légende et réalité. Alors laissez-vous tenter. Et maintenant, cap au sud. Terre de bocage et d'élevage, l'Anjou vert s'étend autour de Cholet jusqu'à la lisière de la Vendée. Les parfums des produits de la terre envahissent potagers et campagnes. S'ils participent à cette fameuse douceur angevine, ils contrastent aussi avec un patrimoine qui porte l'empreinte des guerres de Vendée. C'est Cindy, originaire de Cholet, qui va nous guider dans cette visite. Étudiante passionnée d'histoire, elle abandonne régulièrement ses livres pour aller sur le terrain à la recherche de nouvelles découvertes. Elle rejoint Jacques au pied d'un monument emblématique de Saint-Florent-le-Vieil, incontournable village de la région des Mauges. La colonne représente le souvenir du passage de la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, après les guerres de Vendée. D'accord. Alors on se trouve à Saint-Florent-le-Viel. Où est-ce que tu vas m'emmener exactement maintenant? Alors on va aller vers l'église abbatiale, qui est vraiment le haut lieu de Saint-Florent et des guerres de Vendée. Perchée sur le mont Glône, l'abbatiale de Saint-Florent est un ensemble monastique dont l'histoire débute dès le IVe siècle sous l'impulsion de l'ermite Saint-Florent.
Dis donc, Jacques, il fait plus frais ici. Hein. Oui, c'est plus frais, mais c'est parce que nous sommes dans une église en tuffeau. C'est frais, mais c'est lumineux. Oui. Par contre, je voudrais attirer ton attention sur cette grande verrière qui nous montre Charlemagne. On le présente comme le refondateur de l'abbaye de Saint-Florent. Effectivement, le monastère est profondément remanié au 8e siècle, avant d'être détruit par les assauts des guerres de religion et de Vendée. Alors donc cette église abbatiale, elle a la particularité d'avoir été reconstruite au XVIIIe siècle pour la nef, mais ce qui est plus spectaculaire et curieux, c'est la reconstruction du chœur au XIXe siècle et entièrement gothique. Et alors je voudrais te montrer les vitraux qui sont ici et qui racontent toute la guerre de Vendée à partir de Saint-Florent. Qui s'opposait dans les guerres de Vendée? Alors dans les guerres de Vendée, d'un côté les républicains, donc les gens qui ont fait la Révolution, et de l'autre côté les Vendéens qui sont des paysans. Ça se passe au printemps 1793. À Saint-Florent, les moines sont chassés de l'abbatiale. En réaction, les paysans de la région prennent alors les armes. Le mouvement s'amplifie rapidement sur tout le territoire. Et pendant 3 longues années, Vendéens et républicains s'affrontent violemment. Saint-Florent devient un lieu de repli stratégique. Dans l'abbatiale, on enferme alors les républicains capturés sur les champs de bataille. Mais pourquoi Saint-Florent a une place particulière? Pourquoi il est resté Saint-Florent, c'est le haut lieu des guerres de Vendée. Le commencement, le tournant, les événements, les massacres et la paix, ça se passe ici. Mais il y a ici, dans cette église et dans l'abbaye, 5000 prisonniers républicains. La Vendée, en déroute, avec femmes, enfants, blessés, qui va traverser la Loire, veut se séparer de ses canons qu'elle ne peut pas emporter et de ses prisonniers. Et il est question de les massacrer dans cette église. Et Bonchamp, qui lui-même est mourant juste avant de passer la Loire, va avoir un sursaut et demander la grâce des prisonniers. Général en chef de l'armée vendéenne, Bonchamp a ce geste de clémence, apportant une sublime réponse à la folie meurtrière de la Révolution. Et aujourd'hui encore, c'est l'homme de paix que l'on célèbre dans l'abbatiale. Grâce aux prisonniers, ça fait référence aux 5000 prisonniers dont tu m'as parlé tout à l'heure? Tout à fait. Je voulais en fait te montrer ce monument parce que c'est à la fois un chef-d'œuvre de la sculpture du 19e siècle, mais c'est surtout une très grande leçon d'histoire. Tu vois, Bonchamp, qui est mourant, il va, par ce geste de la main et par ce cri muet de son visage, demander la grâce des prisonniers. Et il se trouve que le sculpteur qui a fait cette grande et belle œuvre, David d'Angers, est fils d'un républicain prisonnier dans cette église et qui, si Bonchamp n'était pas intervenu, aurait été massacré. On a le symbole même de la réconciliation entre les deux camps. Louis Aragon, le grand poète de la Résistance, et qui est venu voir ce monument, a dit « Saint-Florent avait été la blessure de la France et Bonchamp en fut la cicatrice ». D'accord. 100 ans après les événements, le bruit des canons s'est éteint depuis longtemps. Pourtant, le Choletais résonne encore de cet épisode de son histoire, au point de marquer toute l'industrie textile de la région. À la fin du 19e siècle, un tissu de couleurs vives va faire parler de lui. Cindy retrouve Bérangère au musée du textile de Cholet. Alors toutes ces navettes servent à tisser le mouchoir de Cholet. Alors toutes ces navettes servent à tisser. Après, le mouchoir de Cholet, il est quand même spécifique. Oui, il est rouge et blanc. Il est rouge et blanc. Et il a toujours été rouge et blanc? Ce rouge et blanc, il serait né 100 ans après les guerres de Vendée. Théodore Botrel va créer sa chanson « Le mouchoir de Cholet ». Il y raconte un soldat qui se fait blesser au cœur. Sur son cœur qui saigne, il y applique un gros mouchoir blanc. Qui devient rouge de sang. Voilà. Et le blanc, c'est pour? Alors le blanc, symboliquement dans la chanson, ce serait le signe des ralliements des royalistes rois. Le mouchoir de Cholet rencontre un incroyable succès et devient dès le 19e siècle le fer de lance de la production textile de la région. Dans le même temps, les techniques de fabrication se modernisent et perpétuent la symbolique de ce mouchoir devenu une sorte d'étendard régional. Mais le mouchoir de Cholet a inspiré bien d'autres talents. Bonjour Luc. Bonjour Luc, par exemple, a inventé le sien. Et celui-là, figurez-vous qu'il se mange. Je vois que tu ne fais pas que des chocolats.
Ah, on fait pas que des chocolats, on fait un petit peu de pâtisserie et on fait aussi un peu de biscuiterie. Et le fameux mouchoir. Nous y voilà. Cindy est donc venue voir Luc pour tenter de lui arracher les secrets de fabrication de cette délicieuse confiserie chocolatée. Donc on a la noisette, tu peux goûter. Elles sont juste légèrement torréfiées. Super bon. On a l'amande, donc amande va voilà. On a la pâte d'amande. D'accord. Alors ça, Et là, je te laisse deviner. Est-ce que tu peux savoir ce que c'est? c'est l'aspect du caramel. Pas du tout. Vas-y, sens-le. On dirait de l'orange. Oui, tout à fait. C'est une pâte d'amande à l'orange. Donc ce sont des oranges qui sont confites et qui sont broyées après. L'orange confite serait-elle la petite touche qui fait la différence? Cindy tient une piste. Le mélange noisette-amande caramélisée et broyée et sert de base à la préparation de ce délicieux praliné. Donc on fait une grande plaque de pâte d'amande. Après, on va couler le praliné dessus. On va bien les lisser. Je te laisse prendre la palette. Ça va, c'est pas mal. Ça va, mais il colle bien, non? Non, bah, la première fois, c'est jamais trop évident, mais tu te débrouilles pas trop mal. Bon, ça va. Donc, une fois que c'est bien étalé, il ne restera plus qu'à le laisser au frigo. Et le lendemain, on va pouvoir les couper en petits carrés. Donc le praliné sera durci. Voilà. Luc ne nous en dira pas plus. Mais comme Cindy, vous serez surpris de constater que ce nappage rouge vif est fait essentiellement de chocolat. Difficile à croire? Eh bien, pour vous en persuader, il ne vous reste plus qu'à déguster. C'est incroyable parce qu'on retrouve les mêmes arômes qu'on avait perçus lors de la fabrication. On trouve le même goût, les mêmes arômes. Du plaisir des papilles à celui des yeux, il n'y a qu'un pas, et Cindy a décidé de le franchir. Michael? Elle nous emmène à Maulévrier, dans le potager du Château Colbert, un lieu propice à la rêverie et à la découverte de légumes anciens, oubliés depuis bien trop longtemps. Michael est déjà au travail. Ce potagiste fait les semis, innove, taille, crée et entretient plus d'une centaine de variétés de légumes. Tout ça pour satisfaire les élans créatifs du chef cuisinier du château. Alors Michael, qu'est-ce que tu cultives dans ton potager? Donc le potager est constitué de différentes parties. On a les légumes anciens, donc le topinambour, la glycine tubéreuse, le cerfeuil tubéreux, des anciens choux. Alors je connais pas grand-chose dans ce que tu me cites en légumes. Alors sur cette partie, tu dois mieux connaître les aromatiques, le thym, la ciboulette, la mélisse, la pimprenelle. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on est dans la parcelle des liliacées, l'ail, l'oignon, les échalotes. Donc ces deux plantes ont une histoire quand même assez ancrée dans la région, notamment l'échalote grise, dont je vais aller t'arracher quelques pieds. Donc l'avantage d'avoir son propre potager au pied du restaurant, c'est de pouvoir cueillir vraiment de la fraîcheur. Oui, bien sûr. Donc ça pour l'échalote et l'ail. Donc on est sur des légumes primeurs, ça veut dire un petit peu petits, ils vont continuer à profiter, mais l'importance pour le chef, c'est vraiment cette saveur. Et ça, c'est de l'ail alors? Voilà, tu vois bien la différence, tu vois. Ouais. Tu mets dans ton panier. Je peux sentir? Tu peux, hein. Tu vas retrouver une saveur très... Ouais, ça sent bien l'ail. Voilà, et on va compléter avec du persil à racines, du cerfeuil tubéreux et du panais, des légumes plutôt anciens. Et surtout des légumes que l'on connaît peu.